Ma première invitée est une athlète qui se retrouve un peu partout à travers le monde pour pouvoir vivre sa passion, c'est-à-dire le ski acrobatique. Allons parler de cette passion avec Naomi Boudreau-Guertin. Mon premier voyage à l'âge de 14 ans, je crois, en Suisse. C'était une compétition de rando. J'étais la plus jeune de l'équipe à y aller. C'était mon premier voyage sans parents, fait que c'était quand même très, très impressionnant à vivre. Fait qu'à peu près à l'âge de 14 ans. Là. Et là, par la suite, donc, vous avez voyagé un petit peu partout. Quels sont les pays que vous avez visités là, depuis que vous faites la compétition? J'ai visité la Suisse, le Japon, la Finlande, le Kazakhstan, les États-Unis, mais le Canada en dehors de Québec. Puis ça ressemble à ça, oui. Au niveau du Canada, est-ce que vous avez été plus davantage au niveau de soit la Colombie-Britannique, l'Alberta, des endroits qui sont de très beaux endroits au niveau du ski? Est-ce que c'est ces endroits-là que vous avez été sur place pour des compétitions? J'ai été juste en Colombie-Britannique pour des compétitions. Les championnats canadiens, ils alternent une année dans l'Ouest, une année dans l'Est. C'est juste en Colombie-Britannique que je suis allée. De ce côté, ensuite, est-ce que vous avez eu l'occasion de visiter d'autres pays en dehors de vos compétitions? Est-ce que ça vous a amené ailleurs, peut-être en Amérique du Sud, peut-être pour des voyages? Oui, j'ai fait un voyage avec une de mes amies il y a 2 ans au Pérou en sac à dos. C'est pas mal, c'est le seul autre voyage que j'ai fait en dehors du ski. Et ça, c'était bien? Vous avez fait combien de temps à peu près pour ce voyage avec votre copine? On est allé pendant 2 semaines au Pérou. Là. On a fait tout le sud du Pérou en 2 semaines. Et ce que vous avez vu, c'est assez particulier. Pouvez-vous nous en parler un petit peu de ce voyage? Oui, dans le fond, on a commencé à aller, on est arrivé à Lima, qui est la ville principale. Après ça, on est descendu à Cusco. Le rendu à Cusco, on est passé la majorité du voyage là-bas. On a vu le Machu Picchu, le Vinicunca, super belle montagne. Puis sinon, on a fait une autre très belle montagne qui est très spéciale pour la culture là-bas. Puis après ça, on est allé à Arequipa, qui est comme on a redescendu 10-15 heures à peu près de bus pour aller à Arequipa. Là, on a vu le deuxième plus grand canyon au monde. Puis après ça, on est retourné à Lima, puis on est parti. Donc, avec les compétitions, vous avez visité les différents pays que vous avez nommés tout à l'heure. Est-ce que vous avez un coup de cœur pour un pays en particulier? C'est dur à dire. Je sais, c'est loin dans ma tête, mais je crois que la Suisse, c'est un des plus beaux pays que j'ai visité lors des compétitions. Les personnes là-bas sont incroyables. C'est rendu vraiment des bons amis aussi. Sinon, les montagnes, j'aime beaucoup les randonnées et la nature. Fait que c'est sûr que ce pays-là, là, c'est un beau coup de cœur. Du côté de l'encadrement, parce que là, bien sûr, vous êtes à l'extérieur du Québec, à l'extérieur du Canada, la plupart du temps. Comment ça se passe au niveau de l'encadrement avec votre équipe nationale? Dans le fond, Freestyle Canada, qui est la fédération de ski, c'est pas mal eux que ça vient de tout l'encadrement. Ils vont prendre nos billets d'avion, les hébergements, fait que tout est déjà organisé quand on arrive là-bas. Je dirais vraiment que les coachs et Freestyle Canada, là, ils travaillent vraiment fort ensemble pour faire un très bel encadrement. Et au niveau du budget, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez bien sûr des sommes à verser, bien sûr, à Ski Style, mais est-ce qu'il y a des activités de financement que vous faites aussi pour pouvoir faire tous ces voyages, on pourrait dire? Oui, j'essaie le plus possible de remplir des formulaires de bourse et d'obtenir des bourses d'études et de sport. Sinon, oui, habituellement, on fait un souper spaghetti à Bois-Châtel. C'est une grosse activité de financement que je fais durant l'année. Avec des petits prix à gagner, souper spaghetti, un dessert. Le monde aime bien participer normalement à cet événement-là. Sinon, j'ai des commanditaires qui peuvent m'aider aussi à financer ma saison.
Si on regarde votre routine quand vous êtes à l'extérieur du pays, là, une journée normale que vous faites là, quand vous vous préparez pour une compétition, ça peut ressembler à quoi? Généralement, on a une plage horaire d'entraînement de saut qui est à peu près de 2 heures. Ça peut être le matin, le soir, en après-midi, là, ça varie vraiment beaucoup. Donc, avant l'entraînement de saut, généralement, on fait un échauffement qui dure environ 45 minutes à 1 heure, le temps de tout s'échauffer comme il faut, de faire, on appelle ça des correctifs, des petits exercices qui peuvent nous aider selon chaque personne différente. Puis sinon, après ça, ben on s'habille, on va sauter. Puis généralement, après ou avant, c'est là qu'on fait beaucoup de périodes d'études, vu qu'on est à l'extérieur du pays. Il faut qu'on suive quand même le cours normal à Québec. Donc, cette routine-là ressemble à ce que vous vivez au Québec? Oui, 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 à Québec. Si on s'entraîne à Québec, ça va être la même chose aussi. C'est juste qu'on peut se présenter en cours. C'est la seule différence, là. De votre côté aussi, je voulais vérifier, donc vous avez bien sûr à aller manger sur place les différents repas que vous avez dans les différents pays. Est-ce qu'au niveau de la nourriture, vous avez quelque chose de bien strict à cause de l'entraînement ou vous pouvez manger aussi des mets locaux? Généralement, on peut vraiment beaucoup, on peut manger qu'est-ce qu'on veut. C'est sûr qu'on fait attention à notre alimentation, là. On n'ira pas manger du McDo à longueur de semaine, mais on fait juste attention à notre alimentation, sauf qu'on peut vraiment manger qu'est-ce qu'on veut. En cas d'entraînement, mettons qu'on part un mois, là, on va aller à l'épicerie, on va faire nos propres repas, fait que c'est souvent des repas qui ressemblent à ce qu'on mange à Québec, avec les ingrédients qu'on trouve là-bas. Mais sinon, en compétition, comme exemple, au Kazakhstan, on était là une semaine, ben là, tous les déjeuners, dîners, soupers, c'était fourni par l'hôtel. Fait que des fois, c'est très, très bon. Des fois, t'es vraiment pas habitué de manger ça, puis t'es comme, wow, c'est quoi ça? OK. Et que tu t'habitues, là. Ouais. Ça peut ressembler à quoi? Quelque chose qui vous a surpris au niveau des repas au Kazakhstan, par exemple? Un repas qui m'a surpris, c'était qu'ils nous ont arrivé avec un poisson complet avec la tête. OK. Des choses qu'on savait pas trop c'était quoi à côté. On y a goûté. Moi, personnellement, je n'ai pas aimé ça. On a commandé de la pizza après parce que c'était OK. juste avant la compétition. Mais c'est surprenant des fois, là. De votre côté, là, je vois la compétition, ça prend beaucoup de votre temps. Avez-vous quand même le temps de visiter les différents pays où ça, c'est un peu plus difficile là, quand vous êtes en compétition? On essaye toujours, c'est sûr que c'est serré. Généralement, il y a comme 4-5 jours d'entraînement, 2 jours de compétition après son part. Fait que c'est sûr que dès qu'on a un moment de visiter la ville ou d'aller visiter certains endroits, on le fait. Que ce soit comme pendant 2 heures quoi, de marche ou 4 heures ou une journée complète, là, mais on essaie tout le temps le plus possible de visiter quand on peut. Quand on regarde le nombre de mois que vous êtes à l'extérieur du Québec, ça peut ressembler à quoi dans une année? Dirons, avant la période des fêtes, généralement, on part pendant un mois à un mois et demi en camp d'entraînement. Vu qu'il n'y a pas assez de neige à Québec, on est obligé de partir à l'extérieur. Souvent, c'est en Finlande ou aux États-Unis. Donc, on part pendant un mois et demi. Et après le temps des fêtes, on part de mi-janvier à mi-mars à peu près. Là, fait qu'un bon 2 mois, là. Et ça, c'est vos compétitions après les fêtes? Oui. Aussi, si on prend si on regarde du côté de la famille, est-ce que la famille a l'occasion de pouvoir vous suivre dans certaines compétitions? Généralement, non, parce que ça inclut des frais de payer OK. des billets d'avion. Ils vont me regarder en ligne, suivre comme on appelle le live scoring, fait que tous les scores qui sortent en live, en direct. Donc, ils vont me suivre en ligne beaucoup. Quand il y a eu des coupes NORAM, normalement nord-américaines, qui sont dans la province de Québec, donc ça, ils vont y aller. Mais s'il n'y a pas de compétition dans la province de Québec ou pas trop loin en auto, ils vont regarder en ligne, mais ils ne suivront pas. Ça peut ressembler à quoi pour ce qui s'en vient pour vous, entre autres pour les différentes compétitions qui vont arriver à l'extérieur du pays? Pour le futur, c'est dur à dire en ce moment. Je ne sais pas encore quelle compétition qu'on fait l'année prochaine. Il n'y a comme rien de certain. Les compétitions ne sont pas annoncées non plus. Donc, j'ai bien hâte de voir, mais sinon, c'est sûr que participer à tout le circuit Coupe du Monde, éventuellement les Jeux olympiques, c'est comme mon but ultime. Mais pour la saison prochaine, j'en ai aucune idée encore, là.
Et vous penserez avoir encore pour combien de temps au niveau de la compétition active comme vous faites? J'aimerais ça me rendre jusqu'au prochain jeu, donc 2026. Mon but ultime en ce moment, c'est de faire jusqu'à 2026. Après ça, on va voir si ça me tente de faire un autre cycle olympique ou d'arrêter, mais 2026, c'est certain. Et avec tous les pays que vous avez visités, l'après-carrière, ça ressemble à quoi? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous amènerait à voyager à travers le monde? Je sais, ben c'est sûr que j'ai toujours aimé voyager, donc c'est sûr qu'après après ma carrière de skieuse, je vais continuer à voyager, ça c'est certain. Sinon, ben c'est sûr de finir mes études, parce que ça va être des études plus longues que la normale. Après, voir si mon emploi est capable de faire des voyages à l'extérieur, ça serait numéro un, mais c'est sûr que je vais continuer à voyager. Bien, un grand merci, Mme Noémie. C'était très, très bien. On a eu une belle rencontre avec vous. Bonne chance pour la suite et félicitations pour vos bons résultats. Merci beaucoup. Mon prochain invité a aussi une passion pour le sport, c'est-à-dire, lui, pour le soccer. Il est venu au Québec pour pouvoir vivre cette passion et avec comme but ultime, jouer pour l'Impact. Écoutons le parcours de Carlos Tremblay. Mon père, c'est un Québécois de Limoilou. Que lui, il a immigré là, il y a à peu près une trentaine d'années au Mexique. C'est pendant un voyage où il faisait un petit peu une découverte, le tour du monde. Puis finalement, il s'est installé au Mexique. Il a connu ma mère, puis il a fondé une famille là, qui a fait un Carlos Tremblay. Donc, c'est vraiment particulier. Donc, et vous, de votre côté, votre père donc a fait le chemin pour aller au Mexique. Mais vous, de votre côté, qu'est-ce qui vous a amené au Québec? C'est une super bonne question. Il y a plusieurs éléments. Donc, le premier, là, c'était évidemment, là, j'avais 18 ans quand je suis arrivé ici. Donc, c'était la qualité de vie. Là. Je voulais vraiment chercher une meilleure qualité de vie, des opportunités en tant que jeune adulte. En mon sens, parce que mon père me racontait aussi, au Québec, au Canada, c'était vraiment ouvert à tous au niveau des opportunités. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième, puis pas la moindre, c'est parce que quand j'avais 18 ans, j'avais un rêve de jouer au soccer professionnel. OK. Donc à ce moment-là, je croyais aussi qu'en venant au Canada, je pouvais avoir beaucoup plus de chances de percer dans une équipe à Montréal. Donc voilà. Est-ce que c'est venu près de réaliser votre rêve finalement? Oui, c'est arrivé. Ça a été très proche, je vous dirais. Mais par contre, je pensais pas que le niveau était aussi bon au Canada. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit moindre. Mais j'ai été très surpris en arrivant à Montréal là, du niveau de jeu. Donc, je pense que ça l'a vraiment là, joué avec mon avenir parce qu'au début, c'était mon plan premier d'arriver, jouer, percer puis être bon tout de suite. Mais finalement, la vie m'a amené vers un autre côté. Vous me disiez aussi, je pense, que c'était plus difficile pour un jeune adulte de se trouver de l'emploi au Mexique, c'est bien ça? Oui, absolument. C'est une réalité. Donc, même aujourd'hui, après 8 ans que moi je suis au Canada, aujourd'hui même aussi en 2021, pour un jeune adulte, c'est assez compliqué, là. Donc, c'est pas les mêmes conditions. Le salaire minimum est super bas. C'est des longues périodes de travail. Bref, il y a beaucoup de compétitivité là, au niveau du travail et des opportunités pour les jeunes adultes. Je regardais aussi, je voulais vérifier avec vous, vos connaissances du Québec étaient quoi avant d'arriver ici? Bien sûr, votre père vous en a sûrement parlé, mais est-ce que vous étiez déjà venu au Québec? Oui, c'est ça. Avec ma famille, on avait habité ici pendant 3-4 ans quand on était OK. plus jeunes. Donc, c'était une décision de mes parents pour venir connaître le Québec, apprendre le français. Donc, je le parlais pas aussi bien que je le parle maintenant, évidemment. Donc, on a passé un bon 4 ans ici à Québec là, quand j'étais plus jeune. Ça m'a permis vraiment de connaître la ville de mon père, de parler français, comme je l'ai mentionné. Puis surtout, là, ben, de voir c'est quoi le Canada. Donc, c'est souvent un rêve là, qu'on a comme un latino-américain de voir la neige, de voir différentes affaires. Fait que, bref, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a ramené, toute la famille, au Mexique à ce moment-là? Encore mon rêve. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment, là, je voulais jouer professionnel. Ça, c'était une des premières raisons.
ici, on pensait que c'était peut-être pas la bonne structure pour arriver à jouer professionnel. Et de deux, c'est surtout ma mère. Donc, ma mère, là, c'est une Mexicaine pure laine. Elle a eu beaucoup de difficultés là, à s'adapter ici à la culture, donc la langue, bref, toutes les coutumes. C'est vraiment, là, au niveau de la température aussi, je pense qu'elle n'a pas eu facile durant 4 ans. Et c'est vraiment, à mon sens, la décision qui a poussé ma famille à revenir au Mexique. Donc, je voulais parler aussi avec vous des 2 intégrations que vous avez vécues, donc plus jeune et après ça à 18 ans. Comment ça s'est passé lors des 2 événements? On va commencer avec quand vous étiez au primaire, quand vous êtes arrivé ici, l'adaptation s'est fait comment? Si vous me permettez, j'ai une bonne anecdote. En Oui. fait, là, j'étais en 3e année. Donc, je suis rentré à l'école Saint-Roch dans le temps. Puis finalement, c'est ma première journée de classe, je parlais pas beaucoup français. Puis la professeure, elle passe la liste de présence. Puis elle mentionne mon nom, elle dit Carlos Tremblay. Puis moi, je comprends pas à ce moment-là. Ça allait trop vite pour moi en français. OK. Je dis présent. Mais là, je vois qu'elle commence à me parler. Puis je comprends absolument rien de ce qu'elle me dit. Puis OK. je vois qu'elle se fâche après moi parce qu'elle pensait que je me moquais d'elle. Mais je OK. comprenais pas. Donc finalement, elle a rencontré mes parents puis on dit mais c'est parce qu'ils parlent pas français. Puis elle, vu que je m'appelais Tremblay, elle pensait que c'était complètement une joke que je faisais. Oui, oui. Et Ça, finalement, c'est la première fois que je suis arrivé ici. Donc, bien évidemment, la première neige que j'ai vécue quand j'étais jeune, c'était un extase, c'était extraordinaire. Puis c'est sûr que chez les jeunes, là, malheureusement, il y a quand même beaucoup d'intimidation quand des fois tu parles pas la langue. J'ai vécu beaucoup avec ma soeur, là, on parlait pas bien français, on avait un accent. Ça, on l'a vécu beaucoup, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est des choses normales quand tu grandis. votre deuxième arrivée à ce moment-là, est-ce que l'adaptation, vous l'aviez déjà quand même vécue? Est-ce qu'au niveau de votre niveau français, s'est amélioré à ce moment-là? C'est sûr que c'était complètement différent. À 18 ans, c'est un autre type d'intégration. T'es adulte, puis je me rappelais pas beaucoup, là, pour être franc, là, de c'était quoi le Québec. Je l'avais juste dans mon image de jeune enfant. Donc oui, en arrivant, j'ai revu des amis, mais c'est surtout, j'ai vécu certains chocs culturels que je m'en attendais pas. Donc, par exemple, là, nous, au Mexique, on a plusieurs coutumes que moi, j'étais habitué, que je faisais à chaque fois. Si je peux vous donner un exemple, Oui. là, au Mexique, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, peu importe c'est qui, qu'on le connaisse ou pas, on se doit d'y donner la main, de serrer la main si c'est un monsieur et si c'est une madame, on se doit de donner la bise. Et quand moi je suis arrivé ici, c'est la première chose que j'ai faite. Puis c'est sûr que pour tout le monde que je connaissais pas, surtout, ben ça paraissait pas super bien, mettons, ou ça passait pas super bien. Donc, vous avez dû vous adapter à ce qui se passe ici, peut-être plus, on peut dire même en Amérique du Nord. C'est pas spécifiquement au Québec qu'on retrouve cette coutume-là. Donc, vous êtes adapté à tout ça? Oui, c'est ça. C'était comme je vous dis, une certaine adaptation. Ça m'a pris environ 2 ans de comprendre un peu là, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, là, ou qu'est-ce qui passe mieux en fait. Là. Par exemple, quand moi je prenais l'autobus aussi, au Mexique, on est tous obligés, entre guillemets, de dire bonjour en rentrant, ou même de dire bonjour à chacun des personnes qui sont assises. Et quand moi je suis arrivé ici pour prendre, par exemple, la 801, ben, je le faisais, puis il y en a certains qui me répondaient, je le cacherai pas, mais il y en a beaucoup qui me disaient, mais voyons, il est spécial là, de dire tout le temps, bonjour, on se connaît pas. Puis... Est-ce que vous avez trouvé que c'était plus facile, ce contact-là, avec les gens qui habitent à l'extérieur de la ville de Québec, par exemple? Oui, évidemment. À chaque fois que je vais en région ou dans des endroits là où c'est moins des grosses villes, j'ai toujours l'impression d'être à la maison, pour être franc. Donc, cette connexion-là avec les gens, cette chaleur humaine, oui, je la retrouve beaucoup plus là, quand on va en région. Et c'est un des pourquoi que c'est quand même mon coup de cœur, là, certaines régions dans la province de Québec. Et là, maintenant, vous êtes au Québec depuis combien de temps? C'est ma 8e année. Je suis arrivé là, en 2013. Donc, ça commence à faire un petit bout. Et votre travail consiste en quoi ici, ici même dans la région de Québec? Je suis directeur technique de la SDPS, donc première cimierie. OK. Depuis maintenant, là, j'entame ma 2e année.
Et là, vous couvrez quel territoire? Côte-de-Beaupré, quel est le territoire que vous couvrez? En fait, on couvre 13 municipalités, donc Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, on va jusqu'à Sainte-Anne-de-Beaupré, Sainte-Anne, bref, Sainte-Féréole et pratiquement jusqu'à arriver là, les de Baie-Saint-Paul, pardon. Vous me parliez aussi que vous trouviez particulier à un moment donné le climat, bien sûr, que vous avez découvert plus jeune, mais à votre retour, vous avez une anecdote à cet effet-là quand vous avez vécu là, le premier froid là, à vos 18 ans. Ça a été assez drôle comme séquence, si je peux l'appeler de même. Pour faire une autre anecdote, là, ma sœur, pendant ce temps-là, elle habitait à Québec. Donc, elle m'avait envoyé acheter une pinte de lait à l'épicerie. Mais moi, j'avais jamais pris le réflexe de regarder la météo. Au Mexique, c'est toujours la même température. C'était la première neige à ce moment-là, en 2013. Donc, je mets mon petit manteau, je sors de l'appartement pour aller chercher la fameuse pinte de lait. Et il y avait une de ces tempêtes de neige-là qu'on a rarement vues à Québec dans les premières neiges. OK. Et finalement, j'ai trouvé ça extraordinaire, mais je me suis pas rendu à l'épicerie. Ah non? Donc, je suis allé à la moitié du chemin, je suis revenu, j'ai dit ça n'a aucun bon sens. Comment les gens ils peuvent vivre dans ces conditions-là? Pour moi, c'était inimaginable. Et finalement, les sports d'hiver, est-ce que vous avez pu en pratiquer un peu plus avec le temps? Oui, un petit peu plus. J'aime quand même le hockey, les patins, même si je suis pas le meilleur, pour être franc. Mais j'aime quand même les sports d'hiver. Je vous dirais que c'est pas inné, donc il faut quand même que je me force là, à en faire, mais oui, j'ai quand même un petit plaisir pour ça. Vous me disiez aussi, ce qui est particulier avec l'adaptation à un nouveau pays, un nouvel endroit, c'est d'essayer toujours de garder toujours la personne qu'on est, mais d'ajouter des éléments de la culture à laquelle vous arrivez. Comment vous avez vécu ça, justement, cette adaptation-là, à bien vous intégrer, on pourrait dire, à la culture québécoise, tout en restant vous-même? Fondamentalement, à mon sens, quand on arrive quelque part, on doit s'adapter, comme je l'ai mentionné tantôt, parce que c'est une autre culture. Mais avec le temps, j'ai réalisé, puis je pense qu'à un moment donné, en tant qu'adulte, on se pose tous certaines questions au niveau de qui qu'on veut être, comment qu'on veut être. Puis je me suis dit, bon, je pense qu'au Québec, il y a énormément de choses positives, donc de coutumes positives, autant qu'il y en a que peut-être pour Carlos, ben, ça me rejoint un petit peu moins. Même principe pour le Mexique. Donc, en grandissant, et ça, c'est un concept de mon père qui m'avait transmis dans le temps. Donc, en grandissant, j'ai eu certaines réflexions. Je me suis dit, bon, je pense qu'au Québec, c'est des gens, on est des gens super responsables, super ponctuels, transparents. Donc, je veux amener ça dans mon coffre à outils pour Carlos. Au Mexique, chaleureux, vivant, bref. Tout ce mélange des deux cultures, à mon sens, là, c'est un choix extraordinaire parce qu'aujourd'hui, je crois que je peux être une meilleure personne en prenant le meilleur des deux côtés. Donc, c'est vraiment de viser l'équilibre, comme vous disiez. Absolument. Absolument. Aussi, est-ce que vous avez l'occasion d'avoir quand même plusieurs contacts avec le Mexique, avec vos parents? J'essaie. Normalement, mes parents, ils m'appellent à chaque jour. Donc, on est une famille qui est super proche. Par contre, on ne réussit pas à se parler tous les jours de la semaine parce qu'on a des obligations de chaque côté. Mais toute ma famille est au Mexique. Donc, ma soeur, mon père, ma mère, tout le monde. C'est sûr que j'essaie de leur parler souvent parce que c'est ma vie, ma famille. Pour moi, c'est super important. Est-ce que vous avez la citoyenneté canadienne, Carlos? Oui. Donc, depuis la naissance, mon père, je pense qu'il a fait les choses assez vite. Donc, une fois que je suis né à Mexico City, une fois que ma soeur est née également, il s'est dépêché à aller à l'ambassade canadienne au Mexique pour faire tous les papiers là, pour réussir à être citoyen canadien. Donc, on l'a reçu à l'intérieur de 6 mois de naissance. Donc, c'est une chance que souvent on ne se rend pas compte. Mais aujourd'hui que je suis adulte, je vois la facilité, puis j'ai beaucoup de collègues là, immigrants qui n'ont peut-être pas encore la citoyenneté. Et je remercie beaucoup la vie puis mon père pour avoir fait ces démarches-là, car aujourd'hui, je peux être autant Canadien que n'importe qui.
Et au niveau de la pratique de votre sport, est-ce que vous avez l'occasion de le pratiquer souvent ou ça vous demande beaucoup de temps d'entraîner nos jeunes espoirs? Je le pratique plus vraiment, pour être franc avec vous. Donc, depuis que j'ai pris la décision d'arrêter mon rêve ou ma carrière au niveau professionnel, je me suis mis à découvrir d'autres choses et maintenant, j'adore faire ce que je fais, donc entraîner les jeunes, administrer le club où je suis. Donc, vraiment, l'aspect d'entraîneur, c'est devenu ma passion et aujourd'hui, je suis prêt à dire que j'aime presque plus ça que de jouer. Donc, je pensais jamais dire cela aujourd'hui, mais c'est vraiment devenu une passion beaucoup plus forte que celle que j'ai eue pendant que j'étais un joueur. Par contre, à l'occasion, oui, je joue des matchs donc pour m'amuser, vraiment juste au niveau récréatif. Mais c'est ça, encore une fois, si on compare un petit peu là, les coutumes ou la culture, pour moi, pour ma tête de Mexicain et comment j'ai grandi dans le sport, si je joue pas au soccer pour faire ça de ma vie, donc pour être professionnel, je vais pas mettre d'effort, je vais juste arrêter. Donc, c'est vraiment dans notre tête et encore là, c'est une coutume que j'ai décidé de garder parce que je crois que c'est positif de quand on s'embarque dans quelque chose d'y aller à fond. Et voilà. Et donc, vous avez un grand plaisir à accompagner nos jeunes. C'est ma passion, c'est ma vie. Donc, comme je vous dis, je crois que c'est vraiment en quoi je suis bon également. Donc, je remercie encore une fois la vie de m'avoir dit « OK, Carlos, c'est pas vers là, c'est pas vers le chemin de joueur, mais c'est vers le chemin d'entraîneur. » Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est extraordinaire. Eh bien, sur cette conclusion, un grand merci et bonne chance pour la suite, Carlos. Merci à vous, puis bonjour. C'est tout pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine où nous rencontrerons deux personnes, c'est-à-dire Mme Isabelle Beaulieu, qui habite maintenant en Allemagne depuis quelques années, et nous aurons aussi le recteur du sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré, le père Scott Kazenberger. À la semaine prochaine.